bonjour à tous. Je vais bien sûr commencer par remercier les organisateurs de cette belle manifestation, toujours superbement organisée par l'équipe d'EasyCom, et je remercie particulièrement mon ami Younes Belayashi qui est dans la salle. Et je pense que cette matinée particulièrement importante, l'innovation, le village d'innovation, c'est vrai que le monde de la santé est en pleine révolution. Donc je pense qu'en ce qui concerne les soins du futur, le sujet est très vaste. Donc il faudra essayer de le cerner un petit peu. Et je pense qu'avec le panel que je vais vous présenter, on va pouvoir vous montrer un certain nombre d'exemples. En fait, futur est un terme peut-être étonnant, puisque je pense que le futur, c'est aujourd'hui, en fait. Et on peut déjà montrer un certain nombre d'exemples montrant que le futur, c'est aujourd'hui. Et en fait, les soins du futur, c'est lié à principalement, il me semble, deux révolutions. Les révolutions dans le domaine de la biologie, puisqu'on a eu hier soir un exposé de notre collègue Jacques Buxereau montrant toutes les révolutions dans le domaine thérapeutique. Et en fait, on a bien sûr tout ce qui est biothérapie, on va en parler ce matin, mais c'est aussi la thérapie cellulaire, les CAR-T-cells, la thérapie génique, les nouveaux vaccins, et on a été bien placé pour le voir au moment du Covid. Mais c'est aussi les révolutions dans le domaine du numérique, et ça fait la transition avec le panel précédent sur l'intelligence artificielle. Et pour le coup, là, on en est au tout début, mais la révolution, elle est là, elle arrive. Mais ce n'est pas que l'intelligence artificielle dans ce qui concerne les soins du futur, c'est aussi tout ce qui va être des soins à distance, la téléconsultation, les objets connectés, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données. Et c'est là, effectivement, que l'intelligence artificielle va nous apporter quelque chose. Alors, dans les thèmes qu'on pourra voir, effectivement, il y a toutes les questions concernant la collaboration entre professionnels, la place des patients, le rôle des pharmaciens, puisqu'il s'agit d'un forum de pharmaciens ici. Les questions concernant l'accessibilité, c'est important, puisqu'en fait, est-ce que toutes ces nouveaux dispositifs, ces nouvelles possibilités, est-ce qu'elles sont accessibles? Et on peut en particulier en parler sur le continent africain. Est-ce que c'est disponible pour tout le monde? Mais est-ce qu'on a les moyens de les payer? Donc c'est aussi le coût de ces révolutions. Donc on va pouvoir voir ces différents aspects, et je vais vous présenter donc le panel qui va nous commencer en fait par nous présenter un certain nombre d'exemples. Donc si je commence par le bout, j'ai M. Safwan Nour, qui est le directeur général d'IQVIA Afrique du Nord, qui va pouvoir justement, qui a une vision assez globale et internationale, compte tenu de toutes les données qui sont disponibles chez IQVIA. Le docteur Thierry Marquet, qui est en fait... On a un panel très médical, en fait, hein, puisque c'est normal pour les soins. Donc le docteur Thierry Marquet, qui est médecin et qui est en fait directeur de l'accès au marché chez le laboratoire Takeda en France. Le professeur Scali, qui est universitaire et qui est vice-doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, mais qui est surtout chef du service de néphrologie au CHU de Fès et président de la société marocaine de néphrologie, et qui donc pourra nous apporter aussi une expérience concrète dans son secteur. Et enfin le docteur Mohamed Amin Arfi, qui est aussi un médecin qui est passé par l'industrie pharmaceutique et qui connaît bien tous les domaines des biothérapies et de la biopharma. Donc je vous propose de commencer par Alors on va effectivement commencer par une série d'exemples avant de lancer le débat, pour voir effectivement de quoi on parle quand on parle des soins du futur. Donc je vais passer la parole d'abord à M. Safwan Nour, qui va nous présenter quelques exemples. Et comme il m'a dit, il va faire le lien avec le panel précédent, puisqu'il va pouvoir... Alors j'ai oublié de présenter la personne qui est à distance, en fait, parce qu'effectivement c'est toujours le risque quand on est loin, qui est le docteur Yann Cédric Hansen, qui malheureusement qui est en France et qui est aussi un médecin coordonnateur et qui connaît bien le secteur des soins du futur, et qui interviendra bien sûr, qui nous donnera aussi ces exemples, et qui peut bien sûr, même s'il est à distance, un petit peu plus compliqué, mais qui pourra intervenir aussi quand il le voudra dans la discussion. Bonjour à vous. Donc je vais passer la parole d'abord à M. Safwan Nour, qui va nous présenter quelques exemples. Merci, Dr Poitou. Je remercie d'abord l'organisation de Innovation Village de nous donner cette opportunité aujourd'hui sur ce thème d'une importance majeure et de faire partie de ce panel de qualité. Alors, le thème médecine du futur interpelle un peu dans le sens où le futur, c'est le futur pour qui? Le futur des États-Unis peut être aujourd'hui un futur qui est différent du nôtre.
notre futur en Afrique pourrait déjà être le présent d'une autre région géographique. Et donc aujourd'hui, on va essayer de parler, en tout cas dans les exemples qu'on va vous présenter, du futur de la médecine pour des pays comme le nôtre, à travers des cas ou 2 cas précis pour donner un peu une orientation. Alors c'est pour ça qu'on va éviter, à mon niveau, de parler d'une médecine du futur plutôt générale, ou tout ce qui se passe avec Neuralink qui vient de tester une puce sur un cerveau pour rendre la motricité à un patient hémiplégique, ou toutes les avancées au niveau de la nanotechnologie. On va avoir des petits robots qui vont naviguer dans notre corps pour aller tuer une tumeur ou délivrer un médicament de façon ciblée. Aussi l'augmentation et l'explosion des smart devices qui aujourd'hui favorisent le dépistage. Donc on va parler essentiellement d'un premier volet qui va faire la jonction avec le panel précédent. Un cas d'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé et la possibilité qu'il soit applicable chez nous. Et la deuxième des choses, c'est le rôle de la médecine de précision et du séquençage du génome. Alors, je ne sais pas si on pourrait projeter un peu la présentation. C'est bon? Si on peut déjà passer sur le premier volet, s'il vous plaît, je ne sais pas qui manipule. En première partie, allons-y, allons-y. Alors, le premier cas d'application de l'intelligence artificielle sera par rapport au groupe hospitalier North Shore à l'Illinois. Et donc, si possible, de passer sur la slide suivante et suivante. Ah, merci. Deuxième. Alors, la situation est la suivante. À l'Illinois, le groupe hospitalier a remarqué qu'il y a une différence d'espérance de vie au sein de la population de l'Illinois de 22 ans. Alors, ils ont cherché, la problématique, c'est de chercher à comprendre quelles en sont les raisons. Ils vont chercher à travers les systèmes d'information qu'ils ont et l'analyse sera concentrée sur ce qu'on appelle les sociodéterminants. On va voir après ce que c'est que les sociodéterminants. Cette analyse s'est heurtée à 2 challenges qui sont les mêmes que le professeur Edir a évoqués dans l'ancien panel. Le premier, c'est que les systèmes d'information n'étaient pas tout le temps renseignés de la bonne manière. C'est-à-dire quand un patient arrive, on a bien sûr le nom, le prénom, l'adresse, le sexe, la tranche d'âge, le numéro de la sécurité sociale, ainsi de suite. Mais toutes les informations que les médecins peuvent collecter sur les conditions de vie des patients, ils sont généralement dans un champ qu'on appelle « autre information », ce qui ne permet pas de l'analyser d'une façon correcte par le système d'information. Le deuxième challenge, c'était le fait que dans ce groupe d'hôpitaux, chaque hôpital avait un système d'information différent. On a évoqué dans le panel précédent le souci d'interopérabilité. Donc, il y a eu des solutions, mais avant de passer à là, c'est une slide super importante dans la mesure où qu'est-ce qui fait que nous vivons réellement en bonne santé. 10% c'est l'accès aux soins. C'est selon le Bipartisan Policy Center. 10% c'est l'accès aux soins. 20% c'est la prédisposition génétique. Également 20% les facteurs environnementaux. Et 50% c'est tout ce qui est habitude saine que nous avons en tant que façon de vivre. Alors, les déterminants sociaux viennent de 2 composantes, environnementaux et comportements sains. À eux deux, ils constituent 70% pour vivre en bonne santé. Maintenant, si on voit de l'autre côté, ce qu'on dépense pour vivre en bonne santé, 88% on le dépense dans les soins. Ce qui fait qu'il y a un peu une opposition ou un décalage entre ce qui doit être fait et ce qui est dépensé pour le faire. Et 4% seulement pour les comportements pour vivre en bonne santé. Alors, la solution, c'était d'appliquer une intelligence artificielle dans sa composante Natural Language Processing qui va
traiter tous les champs qui sont un peu autres informations, pouvoir en extraire de l'information viable et la structurer dans des bases de données. Ces bases de données deviennent homogènes dans la mesure où elles viennent de différents systèmes d'information. Donc, cette IA aussi permet d'homogénéiser les différentes sources d'information. Bien sûr, les équipes de North Shore ont pu contribuer à la personnalisation de l'algorithme, dans la mesure où c'est eux qui connaissent leur profession et qui connaissent leurs besoins locaux. Et puis, la chose la plus importante aussi, c'est qu'on a fini par la création de ce qu'on appelle une passerelle de communication entre l'intelligence artificielle via sa composante NLP et les systèmes d'information. C'est-à-dire que le système d'information alimente l'IA, l'IA qui traite et qui rend l'information au système d'information. Les systèmes, les déterminants de santé qui ont été sélectionnés pour ce cas, on va donc donner quelques exemples, c'est l'historique ambulatoire, les habitudes alimentaires, l'activité physique, l'isolation sociale, la dépression, ainsi de suite. Alors, les résultats en clair et de façon directe. Première remarque, ce sont des résultats intermédiaires parce que l'objectif de cette IA, c'est de mesurer à long terme l'impact sur l'espérance de vie. Et ça, il faut quelques années, le projet vient d'être démarré. Donc, mais il y a déjà des résultats intermédiaires. C'est 56% de taux additionnel de dépistage par rapport à la période où il n'y avait pas l'application. La deuxième des choses, c'est une réduction significative des prix. Et si on veut schématiser ça par un exemple simple, il y a une patiente de 20 à 30 ans qui s'est présentée au service des urgences avec des nausées, un peu étourdi, mal de tête. Normalement, dans ce genre de cas, une prescription normale suffirait. Alors, quand elle a été admise, l'information est passée et l'IA a détecté qu'elle a été déjà victime de violence, ce qui a permis de renvoyer l'information au système d'information et au clinicien d'accès son intervention sur ce sujet-là à travers une démarche centrée trauma et qui lui a permis par la suite de l'orienter vers le service des troubles post-traumatiques. Voilà comment est-ce qu'on peut gagner du temps sur un dépistage direct à travers l'IA et éviter le temps d'explorer différentes possibilités. Ce qui illustre ce qui a été dit dans le panel précédent, que effectivement l'IA c'est un plus, ça ne remplace pas le regard du médecin, mais ça apporte effectivement quelque chose qui est une aide aux professionnels. Absolument pas. Alors, pourquoi on parle de cet exemple aujourd'hui dans la médecine du futur pour le Maroc? Alors, depuis 2021, le Maroc a investi massivement dans le système d'information dans les différents hôpitaux au Maroc. C'est quelque chose qui est opérationnel aujourd'hui. En octobre dernier, il y a un appel d'offres qui a été lancé pour construire une plateforme d'interopérabilité qui permet aux différents systèmes que nous avons d'être interopérants et de mettre là-dessus une couche décisionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la matière première pour implémenter une IA qui fonctionnera sur ces données que nous avons. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait au Maroc, en Afrique aussi, parce que pas mal de pays africains aujourd'hui investissent dans des systèmes d'information par des financements de ce qu'on appelle les donors. C'est quelque chose qui est aujourd'hui applicable dans nos pays. Alors, deuxième volet, c'est la médecine de précision. La médecine de précision, elle change la façon dont les décisions cliniques sont prises. On va essayer d'aller rapidement là-dessus, juste pour permettre aux gens qui ne savent pas de connaître la médecine de précision. Si je dois raisonner par analogie, c'est comme YouTube qui, en fonction de votre profil, en fonction de l'historique de ce que vous avez regardé, va vous donner un contenu customisé pour vous. Ou si je dois prendre un autre exemple, c'est le e-commerce. Si vous êtes sur un site d'habillement, c'est en fonction de votre âge, de votre sexe, de votre antériorité d'achat, il va vous proposer des habits qui sont adaptés à votre style, à votre profil, à votre personnalité. La médecine de précision, elle cherche justement à identifier un certain nombre de patients qui vont répondre à un certain traitement. Alors c'est le rêve de chaque médecin, ça lui permet de prescrire le bon médicament au bon patient, mais là on ne parle pas uniquement de la prescription, elle agit un peu en amont
même au niveau de la prévention et du diagnostic, et c'est ce qu'on va voir. Mais c'est le cauchemar de l'industrie qui préfère faire des grandes quantités de médicaments qui vont pour tout le monde. C'est en train de changer. Je pense que mon ami Hati va en parler, Dr Hati va en parler plus que moi. Alors, sur la prévention, elle agit sur des patients asymptomatiques, mais à risque élevé de développer des maladies, vu peut-être le terrain familial. Elle est pratiquée généralement dans des laboratoires de pathologie moléculaire et de séquençage de génome. Sur le diagnostic, c'est pour établir la présence ou l'absence d'une maladie réalisée après l'apparition des symptômes. Et sur le traitement, bien sûr, c'est des exemples, possiblement la thérapie monoclonale ciblée ou tout ce qui est cell and gene therapy. Alors, ça c'est la partie la plus importante parce que la médecine précision dans son dimension prévention s'appuie énormément sur les banques de génome. Et je pense qu'on devrait aller dans cette direction-là. C'est pour ça que nous donnons exemple avec ce genre de pays qui sont des pays proches de nous, où on voit que le Qatar, par exemple, a déjà séquencé 100 000 génomes avec séquençage complet. Quand on parle du Qatar 100 000, je pense que c'est 8 à 10% de la population qatarise, ce qui est énorme. Les Émirats, c'est 1 million d'ADN qui ont déjà été séquencés, ce qui est important. L'Arabie Saoudite, cette fois-ci, c'est un financement public. Ils ont aussi un programme national de génome, mais qui se focalise essentiellement sur les maladies rares et héréditaires. Sur les autres pays, c'est quelque chose en voie de développement, comme le Oman, qui met ça dans le cadre de la vision de santé 2030. Donc voilà un peu deux exemples, l'utilisation de l'IA et le séquençage du génome qui pourraient être réellement des avancées pour nous sur nos pays comme médecine du futur. Merci. Merci beaucoup. C'est bien de montrer effectivement que la médecine du futur, c'est effectivement aujourd'hui, mais que ce n'est pas non plus réservé à certains pays. Donc on va passer, je vais passer la parole maintenant au professeur Scali qui est praticien donc, et qui va pouvoir nous montrer des exemples dans le domaine qui est le sien, donc l'insuffisance rénale terminale, pardon. Et donc je lui passe tout de suite la parole. Bien sûr, si vous avez des questions, c'est un format d'échange, hein, donc n'hésitez pas, vous levez la main et si on peut effectivement, si quelque chose nécessite un éclaircissement, n'hésitez pas. Merci beaucoup. À mon tour de remercier les organisateurs pour cet espace d'échange et de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Nous parlons de soins du futur, donc pour des patients du futur. Ces patients du futur sont des patients plus âgés, puisque nous allons vivre plus longtemps. Je pense que le seuil des 100 ans sera atteint du vivant de beaucoup d'entre nous, et comme moyenne d'âge, comme espérance de vie. Et avec des maladies chroniques qui s'installent avec l'âge, nous aurons beaucoup plus de patients atteints de maladies rénales, puisque c'est l'exemple que je vais prendre aujourd'hui. Nous avons actuellement 13,8% d'adultes marocains diabétiques, nous avons actuellement 18% d'adultes marocains hypertendus, et nous avons 6% de personnes atteintes de maladies rénales à différents stades. Parmi eux, beaucoup atteindront le stade terminal de la maladie rénale qui nécessitera un traitement de remplacement de la fonction rénale, et la médecine du futur tiendra compte de cela. Actuellement, nous avons 3 possibilités de traitement des personnes au stade terminal d'insuffisance rénale chronique. Nous avons l'hémodialyse, nous avons une autre technique de dialyse qui s'appelle la dialyse péritonéale et qui est plus de la dialyse à domicile, et c'est là une première piste. Et nous avons la transplantation d'organes, la transplantation rénale comme solution. Je prendrai une à une ces différentes techniques comme solution du futur à développer. Mais je ne veux pas tomber dans le piège de la technologie à outrance et d'une médecine de soins du futur basée uniquement sur la technologie. Donc je commencerai par dire que depuis quelques années, depuis que nous sommes capables d'offrir des soins à tous les patients en insuffisance rénale chronique terminale, et au Maroc, depuis décembre 2022 seulement, tous les Marocains à ce stade d'insuffisance rénale peuvent avoir une place gratuitement garantie dans les centres de dialyse, où nous avions des listes d'attente et nous avions des problématiques éthiques. Et maintenant que nous avons atteint cette possibilité de traiter tout le monde, nous revenons à des basiques. Et le basique, c'est le choix du patient. Et donc le choix la possibilité de choisir un traitement conservateur. C'est-à-dire, vous avez des possibilités de me traiter, mais je choisis de ne pas
aller vers la dialyse ou la transplantation pour différentes raisons. Et donc, la médecine du futur doit tenir compte de ce choix du patient. C'est une problématique éthique très importante. Maintenant que j'ai dit ça, je dois dire aussi, pour clore ce volet-là, que si le patient commence un traitement de suppléance par dialyse ou s'il est transplanté, il a quand même par la suite toujours le choix d'arrêter le traitement, de limiter les traitements. Et donc, c'est une problématique aussi qui doit être intégrée dans notre façon de réfléchir. Nous avons toujours eu le frein au Maroc, je dirais le frein religieux. Et à chaque fois que je l'aborde, je prends des pincettes pour ne brusquer personne, mais limiter les soins, arrêter un traitement fait partie, dans la plupart des régions du monde, du choix de la personne. Et nous avons d'un autre côté l'obligation de bienveillance de la part des professionnels de santé et des limites fixées par notre culture et notre religion qui nous empêchent de dire clairement que le patient a ce choix-là. Et donc ce dilemme-là doit être réglé et je ferme la parenthèse. Une fois que j'ai parlé de ces problématiques, je reviens à des choses plus techniques, ce que nous offrent les possibilités technologiques actuelles. L'hémodialyse se fait actuellement en centre et nous devons réfléchir à d'autres possibilités, à des traitements à domicile. La télémédecine existe maintenant et nous avons actuellement des patients suivis par télémédecine. Dans le service où j'exerce, nous en avons 40 qui sont suivis et que nous ouvrons tous les matins l'ordinateur pour voir si tous les drapeaux sont au vert et chaque fois qu'on a un drapeau orange ou rouge, on intervient et donc on suit ce patient à domicile qui est en dialyse péritonéale. C'est quelque chose de très important. Nous avons aussi des appareils qu'on met à disposition des patients à domicile qui sont fabriqués ailleurs, très souvent en Allemagne, aux États-Unis ou au Japon, et qui sont améliorables. Et parmi les pistes d'amélioration et sur lesquelles nous travaillons actuellement, c'est que nos appareils parlent arabe et amazigh et qu'ils puissent alerter le patient, etc., dans sa propre langue. Et donc, on se les approprie le temps d'avoir nos propres appareils. Et dans ce cadre-là, je souligne que un chercheur marocain et un médecin marocain néphrologue, professeur Zamd à Casablanca, viennent de breveter ce qu'ils ont appelé le MORWAK, c'est Moroccan Wearable Artificial Kidney, c'est-à-dire un rein artificiel, miniaturisé, portable, qui est encore améliorable, mais on ne fait plus que consommer, on cherche à produire ce qui est approprié à nos patients et c'est quelque chose de très important. Bien sûr, il y a l'intelligence artificielle qui est importante. Et vous avez dit en introduction que le futur, c'est déjà aujourd'hui. Et effectivement, en dialyse, nous avons maintenant des appareils qui font mieux que le néphrologue. Je suis néphrologue et je peux le dire clairement. Parce que pendant le suivi de nos patients dialysés, nous cherchons à déterminer quel est le volume d'eau à retirer pendant une séance de dialyse, par exemple. Et nous avons développé des façons d'examiner, de surveiller, etc., pour essayer de faire au mieux possible. Et maintenant, avec des systèmes d'intelligence artificielle, l'appareil de dialyse fait mieux que nous. Il a des capteurs qui déterminent les données nécessaires pour prendre la décision et il propose tout de suite les adaptations. Et pour l'instant, il commence à appliquer ces adaptations sous contrôle du néphrologue. Mais en fait, on se rend compte que ce contrôle-là devient de plus en plus réduit et que c'est la machine qui prend le dessus. Cela veut dire que nous allons nous orienter vers d'autres modes d'intervention du médecin et que nous laisserons probablement une partie de nos fonctions à des machines qui font la fonction d'une façon correcte, voire mieux que le médecin. Pour ne pas trop prendre la parole, j'aborderai un autre volet qui est celui de la transplantation, puisque nous parlons de traitement de remplacement de la fonction des reins, et il y a la transplantation qui est limitée, qui s'est développée, qui, avec les médicaments immunosuppresseurs, permet d'avoir des résultats excellents, mais qui se limite au problème de pénurie d'organes
Et même aux États-Unis, par exemple, qui greffent 20 000 patients par an, ils ont une liste d'attente de 100 000. Mais cela ne veut pas dire que dans 5 ans, ils auront traité tout le monde. Chaque année, plus de 20 000 nouvelles personnes s'ajoutent à cette liste et donc on n'arrivera jamais à satisfaire tout le monde. Et donc il y a des pistes. Et parmi ces pistes, il y a la xénotransplantation, c'est-à-dire de recourir à des organes d'autres espèces. Et les 2 dernières années ont connu des progressions technologiques extraordinaires, avec notamment la transplantation de cœurs d'autres espèces, et avec des réussites de quelques mois. Mais ces quelques mois sont extraordinaires. Je rappelle que ce qui nous semble réalisable facilement aujourd'hui, il y a 70 ans, était quasiment une utopie. Et donc nous sommes à cette étape-là de xénotransplantation qui est en train de se développer. Et comme je suis dans un milieu où il y a une majorité de pharmaciens, les médicaments en termes de transplantation sont très importants. Ces immunosuppresseurs qu'on prescrit, qu'on surveille, sont très importants. L'avenir se fera peut-être sans ces médicaments-là. Parce que, oui, les firmes pharmaceutiques ont beaucoup financé les immunosuppresseurs, la recherche sur les immunosuppresseurs, et ça s'est développé. C'est ce qui nous permet d'avoir les résultats d'aujourd'hui. Mais je pense que l'avenir idéal, et je terminerai par ça, passera par l'induction de la tolérance immunitaire. Et si nous finançons suffisamment la recherche pour faire un effort de désensibilisation, de préparation à la réception d'un organe qu'on connaît à l'avance, pour lequel nous n'avons pas de pénurie parce que nous allons l'avoir d'une autre espèce, peut-être que nous grefferons dans l'avenir un rein ou un autre organe, de façon programmée, et pour lequel nous avons fait une préparation pour ne plus avoir besoin de médicaments immunosuppresseurs, sachant que ces immunosuppresseurs ont des conséquences et prédisposent à pas mal de complications. Je veux m'en tenir au temps, mais j'ai beaucoup d'autres choses à dire sur la chronique terminale. Certainement. Merci beaucoup, professeur Scali. Je relève 2 choses que vous avez dit qui me semblent très importantes et qui avaient déjà été en partie évoquées par la première personne, qui était l'accessibilité. Et c'est important, effectivement, cette accessibilité. Je crois que le développement de ce système d'assurance maladie obligatoire au Maroc est une étape essentielle en termes d'accessibilité. Je crois que c'est vraiment une étape très importante au Maroc. Il y a un deuxième point qui est important que vous avez souligné, je crois, c'est le rôle des patients. Et en fait, les patients aujourd'hui, on ne peut plus considérer le patient comme quelqu'un de passif. Il regarde sur Internet, il regarde des choses partout, et effectivement, il a un avis avant de... Et il faut prendre en compte, effectivement, ses a priori, sa culture, sa religion. Enfin, il a voix au chapitre. Et ça, effectivement, ça fait aussi partie, je crois, des soins du futur. Donc, je vais passer la parole maintenant au docteur Thierry Marquet, qui, en fait, on va revenir pour des pharmaciens, un point peut-être un petit peu plus du côté des médicaments et notamment donc des biothérapies et des avancées dans ce domaine. Merci Thierry. Merci Monsieur le Président. Et puis, bien évidemment, merci Younes pour cette organisation absolument incroyable. Ça fait 13 ans, pour la première fois que je suis venu. Et donc, ce village de l'innovation, par contre, il n'existait pas à l'époque. Et le mot innovation est évidemment extrêmement important, comme vous le disiez, Pierre. Pour moi, l'innovation en tant que médecin de base, je fais de la néphro aussi comme mon confrère à côté, et de la gériatrie, avant d'être médecin des entreprises du médicament, c'est d'abord et avant tout de répondre à des besoins des patients qui ne sont pas couverts ou partiellement couverts. C'est ça, l'innovation. Parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur le terme de l'innovation. Sinon, on l'emploie à toutes les sauces et ce n'est pas forcément utile de l'employer comme ça. Donc, vraiment, c'est là où les besoins médicaux sont cruellement non couverts ou partiellement couverts. Et effectivement, il y a des dimensions dans lesquels c'est plus particulièrement des univers d'action. On le sait, on a vu ça hier soir avec le professeur Buxroud de manière extrêmement magistrale. L'oncologie, évidemment, qui est un domaine de prédilection pour
l'innovation. Et puis un domaine que je connais beaucoup mieux, puisque je le côtoie au quotidien, ce sont les maladies rares. Mais en fait, les maladies rares, elles ne sont pas si rares que ça, parce qu'il y en a entre 7 et 8 000, et ça touche 300 millions de malades dans le monde. D'accord ? 3 millions en France. Donc ce sont aussi des challenges, puisque là, les besoins sont particulièrement cruellement non couverts, puisqu'il y a seulement 5% de ces maladies rares qui ont des médicaments, des traitements spécifiques. 95% n'en ont pas. Donc tout, évidemment, reste à faire. Alors, je prendrai deux exemples dans la projection du soin du futur, mais qui est déjà là, comme tu le disais, Pierre. Celui de l'hémophilie, par exemple. L'hémophilie, on est passé donc des facteurs de coagulation, facteur 8, plasmatiques. Chez Takeda, je suis le deuxième producteur de médicaments dérivés du plasma dans le monde. Puis ensuite, on est passé à des thérapies recombinantes qui se passaient du plasma. Et puis ensuite, on est passé à ces fameux anticorps monoclonaux dont on a parlé hier. Et on en est déjà arrivé à la thérapie génique. En 10 ans, on est passé de la substitution par des facteurs donc issus du plasma humain à la thérapie génique. Vous voyez, une fulgurance dans une pathologie qu'on ne pouvait même pas imaginer pouvoir avoir à traiter de cette manière-là. Deuxièmement, une thérapie cellulaire allogénique. J'ai mis à disposition dans notre pays, en France, le premier pays qui a mis à disposition et remboursé une thérapie cellulaire allogénique, c'est-à-dire c'est pas un carticelle comme on vous a expliqué hier soir, c'est vraiment une cellule souche, d'accord, qui vient de manière hétérologue et qu'on va injecter en la différenciant et qu'on va injecter dans le traitement des formes extrêmement complexes de fistules issues des complications des maladies de Crohn, d'accord. Thérapie cellulaire allogénique, voilà deux exemples extrêmement modernes, mais déjà actuels. Alors, ça pose plusieurs problèmes. Ou en tous les cas, plusieurs réflexions et plusieurs challenges. Le premier, c'est que notre industrie pharmaceutique est en train de changer de modèle. En fait, ces thérapies du futur, ces thérapies innovantes, ce n'est plus l'industrie, la Big Pharma, qui l'invente. Ce sont les biotech, les startups, la health tech pour dire en général, c'est elle qui est le vivier de cette richesse et qui va venir évidemment nourrir les savoir-faire de l'industrie pharmaceutique classique, en particulier au travers du développement clinique que nous faisons à la place de ces biotech qui, par contre, elle, est souvent issue du monde académique, nous propose ces fameuses nouvelles solutions du futur. Donc le modèle de notre industrie, le modèle est en train de changer. Je vous parlerai, si j'ai le temps tout à l'heure, du panorama de France Biotech qui vient d'être publié le 27 février dernier. Je vous engage à le lire, c'est passionnant. Deuxièmement, ces nouvelles thérapies, elles vont aussi fondamentalement changer l'organisation des soins. Elles vont avoir un impact organisationnel sur les soins qui va être absolument révolutionnaire. Et ça, il faut aussi y penser. Parce que ce n'est pas seulement arriver avec des thérapies innovantes, c'est aussi arriver dans un tissu d'organisation du soin capable de les accepter. Et là, par exemple, pour la thérapie cellulaire, le pharmacien a un rôle absolument essentiel. Il faut savoir que la production de ma thérapie cellulaire se fait à Madrid, en Espagne, pour toute l'Europe. Et la durée de vie de cette thérapie cellulaire, elle est de 72 heures. Elle doit donc être livrée en moins de 72 heures d'Espagne à quelle que soit la ville en France.
Paris ou la province. Donc le rôle du pharmacien hospitalier, là, est fondamental dans la chaîne, dans la supply chain, dans la mise à disposition. Et bien évidemment, pour les chirurgiens qui vont injecter, c'est aussi une modification de leur façon de travailler. Comme la thérapie cellulaire dont je vous parle coûte assez cher, vous l'imaginez, eh bien, il faut prévoir 2 patients, un backup. Parce que si le patient prévu ne peut pas venir pour raison X ou Y, eh bien, il faut par exemple un 2e patient qui soit prêt à pouvoir être injecté immédiatement. Donc, organisation des soins, pharmacien hospitalier plus, et puis le passage en ville de ces thérapies. Et les officinaux ont de plus en plus de rôles à jouer, y compris dans le segment des maladies rares en France, dans la prise en compte de ces nouvelles thérapies, en particulier les anticorps monoclonaux. Voilà. Après, je ne rentrerai pas dans le détail, parce que peut-être que les questions m'y amèneront. Les autres problèmes, c'est le problème de l'évaluation de ces thérapeutiques, et donc de la valeur et de la démonstration. Vous allez en parler un petit peu. Bien sûr, celui de la soutenabilité de nos systèmes de santé. Ce n'est pas que celui du Maroc, c'est celui de tous les pays, de pouvoir soutenir la possibilité de financer ce genre d'accès à des nouvelles thérapies. Mais là, il y a des façons de pouvoir faire, et je pourrais en parler si on me pose la question. Et bien évidemment, également la question de la souveraineté. Et on l'a vu à quel point la souveraineté pendant le Covid sur les aspects du médicament était essentielle. La France importe 95% du biomédicament. Elle n'est absolument pas souveraine dans la production de la biotechnologie et du biomédicament. D'où d'ailleurs dans le plan Innovation Santé 2030 du président de la République Emmanuel Macron, l'objectif de créer 10 biomédicaments à horizon 2030 avec production in situ en France. Voilà, j'arrête là pour laisser du temps à mes collègues. Et puis, je pourrais revenir un peu plus en détail sur les différents points. Pour rebondir sur une des choses que tu as dit, Thierry, je pense que la partie organisation des soins est très importante. Et en fait, je pense qu'on a tous à gagner aux échanges dans ce domaine-là. Ça a été évoqué aussi dans le panel précédent, la collaboration internationale. Alors, vous avez évoqué la collaboration sud-sud. Moi, j'aimerais bien aussi la collaboration sud-nord ou nord-sud dans les deux sens, parce que je pense qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Et en fait, la soutenabilité, elle est sans doute un problème au Maroc ou dans les pays africains, mais elle l'est aussi dans les pays européens. Donc on a tous à apprendre les uns des autres. Et le fait, je vais rebondir aussi sur une chose que vous avez dit qui m'a un peu interpellé, c'est vrai, l'Afrique est le continent le plus jeune. Et la jeunesse, c'est important, donc l'Europe est plutôt vieillissante. Donc on a effectivement à apprendre les uns des autres. Et je pense aussi tout ce qui est maladie rare, une des choses qui viennent d'être évoquées, on peut aussi effectivement, je pense, avoir une meilleure détection de ces maladies rares grâce aux nouveaux outils. Et j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard, mais les pharmaciens aussi ont un rôle à jouer dans cette détection. Et effectivement, comme professionnel de santé de premier niveau, comme je suis le seul pharmacien dans ce panel, peut-être c'est moi qui y reviendrai un petit peu plus tard. Donc je vais passer maintenant la parole à notre interlocuteur à distance, j'espère qu'il nous entend, et qui va pouvoir nous parler un petit peu d'un autre domaine qui est celui des maladies neurodégénératives. Je vais y arriver. Et donc, tant que ce soit du domaine diagnostic ou de leur suivi. Mais je lui laisse la parole. Vous nous entendez bien ? Oui, et j'espère que vous m'entendez bien aussi. Donc je remercie évidemment les organisateurs de m'avoir invité à parler avec vous et évidemment Pierre Poitou pour les échanges qu'on a eu avant. Je suis absolument intéressé par tout ce qui a été dit et j'espère être complètement en ligne. Alors je suis gériatre, je m'occupe de la filière gériatrique d'un département de l'Eure en France, entre autres, et je coordonne un groupe de recherche internationale sur la maladie d'Alzheimer et notamment sur les conditions diagnostiques. Juste avant, je voudrais faire un tout petit préambule qui va peut-être faire une sorte de petite synthèse des interventions précédentes, puisque qu'est-ce qu'on voit et qui est en lien évidemment avec le reste de mon intervention. On constate quoi? On constate une inflation colossale des moyens diagnostiques, une inflation colossale des moyens thérapeutiques, et donc un énorme afflux de données.
Et aujourd'hui, on a évidemment l'IA qui peut nous aider à penser et à intégrer toutes ces informations, mais néanmoins, il y a certains fondamentaux de la médecine qui sont incontournables et qui resteront, à mon sens, toujours incontournables dans le futur. Le diagnostic, l'anamnèse, c'est-à-dire l'interrogatoire du patient et de son entourage, on a vu que l'analyse en langage naturel permet d'extraire de l'information de l'anamnèse bien mieux que le médecin ne peut le faire. Le recueil des points d'appel cliniques, c'est-à-dire cet examen physique immédiat, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, ou tout ce qui peut le remplacer. Et là encore, les intelligent devices qui ont été mentionnés nous permettent d'avoir une vue augmentée, une ouïe augmentée, un toucher augmenté, un odorat. Je donne un exemple, il y a une centaine d'années, le médecin goûtait l'urine. Aujourd'hui, on a, pour connaître l'état du sucre dans le sang de son patient, on a des petits devices qui mesurent en temps réel et qui adaptent les doses en temps réel. Et puis, il y a tous les éléments médias, c'est-à-dire le stéthoscope, l'imagerie, la biologie, qui viennent et qui sont en train de connaître des révolutions, elles aussi, énormes. Néanmoins, tous ces fondamentaux resteront incontournables. En fait, je voulais aussi qu'on s'interroge à la finalité du soin. Parce que dans notre réflexion du soin du futur, la distinction entre le soin de prévention, le soin curatif, qui vise soit la guérison, soit la consolidation, le soin palliatif, voire même le soin de fin de vie, ou encore même le soin d'agonie, sont des points fondamentaux que nous ne devons pas perdre de vue dans l'accompagnement du patient et dans la réponse à l'attente du patient, attente que nous devons aider à formaliser, parce que bien souvent, il ne sait pas lui-même exactement ce qu'il veut. Et donc, toutes ces modalités pratiques de logistique, ça a été mentionné, de l'accès aux soins, de l'entrée dans la filière adéquate, c'est très compliqué de rentrer dans une filière gériatrique. J'ai un confrère gériatre, je crois qu'il partagera mon point de vue. La difficulté n'est pas de soigner les personnes âgées, mais de les faire en sorte qu'on identifie les personnes âgées ayant besoin de soins. Et ça lève le problème du maillage des territoires, des lieux où seront dispensés les soins et de celle de l'organisation pratique du parcours au sein des filières, et donc la redistribution des périmètres de compétences, de décision et de responsabilité des acteurs du soin, parce qu'il y a en plus une énorme mutation dans les métiers du soin. Il y a énormément de nouveaux métiers qui sont en train de se mettre en place et qui font que la redistribution du rôle de celui qui fait le diagnostic, de celui qui pense, conçoit la thérapeutique et de celui qui la met en œuvre, eh bien, avant c'était une seule et même personne et aujourd'hui ça devient de plus en plus des équipes pluriprofessionnelles. Alors je voudrais donner un exemple concret pour rentrer dans le cœur de mon travail. Je coordonne un groupe de recherche qui, au lieu de s'intéresser, enfin qui s'est intéressé à l'abondance de données issues du séquençage à haut débit, non seulement de seconde génération, mais du séquençage de troisième génération qui est en train d'arriver. Et Safwan Nouri nous a montré le nombre de bases de données colossales qui sont déjà disponibles. Comment exploiter les données qui sont disponibles. Alors, première façon de faire qui a été déjà mentionnée, pour les maladies rares, par exemple, c'est repérer les gènes responsables. Mais il n'y a pas toujours, pour une pathologie donnée, un gène responsable uniquement des manifestations cliniques ou d'une physiopathologie qui va conduire à la maladie. Il y a aussi des ambiances génétiques qui sont des facteurs de risque ou des facteurs précipitants du développement de certaines maladies. Et donc, en collaboration avec l'Université Sangor, Université de la francophonie dédiée à l'Afrique, nous avons développé un partenariat pour développer une exploitation des données issues du séquençage à haut débit pour repérer la présence de gènes qui ont un lien statistiquement significatif avec la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Et c'est une autre approche complètement innovante de l'approche diagnostique, puisqu'on autorise ainsi, potentiellement, puisqu'il reste encore un certain nombre d'étapes à franchir pour rendre tout cela totalement opérationnel, mais la possibilité de faire un diagnostic précoce. Et le grand problème de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, c'est que entre les premiers symptômes et le tableau clinique franc qui permet de faire le diagnostic, il s'écoule très classiquement entre 2 et 5 ans.
Et pendant 2 et 5 ans, on va suivre un patient en se disant il est en train de développer une pathologie neuroévolutive, je ne sais pas encore laquelle, et donc je suis freiné dans les choix thérapeutiques, qu'ils soient interventionnels ou qu'ils soient les futurs médicaments qui vont sortir. Il y a un énorme pipeline en ce moment. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais pouvoir prescrire. Et donc, je me mets à traiter mon patient à un moment très tardif. Et donc, on a la possibilité aujourd'hui, techniquement, il faut la mettre à l'œuvre au niveau industriel, en quelque sorte, en tout cas médicalement industriel, c'est-à-dire la capacité de développer la possibilité du diagnostic à large échelle, avec du séquençage à haut débit, et ça coûte de moins en moins cher. Aujourd'hui, c'est moins de $100 par personne, c'est-à-dire que ce sont des techniques qu'on peut parfaitement appliquer à des systèmes de santé comme les systèmes africains, notamment l'Afrique francophone de l'Ouest ou bien les pays du Maghreb, où il est très facile aujourd'hui de faire des tests salivaires, des prélèvements salivaires, de les envoyer par la poste, de faire le séquençage à haut débit et sur la base de ce qui est ressorti, d'aller repérer des fragilités ou des susceptibilités. Et donc, s'il y a des signes cliniques, il ne s'agit pas de médecine prédictive, mais plutôt dès qu'il y a des signes cliniques, eh bien, orienter le diagnostic de manière beaucoup plus précise. Donc le travail de recherche préalable, il a été fait, le concept a été validé, et maintenant c'est un travail qui doit être poursuivi et avec un développement on va dire, au niveau industriel, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse l'offrir au plus grand nombre. Et donc, voilà, c'est une perspective qui est de demain, mais qui est déjà présente et qu'on espère voir prospérer, évidemment, dans l'avenir. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Je pense qu'on va rebondir tout de suite sur la notion de médicament-service qui va être développé par mon voisin immédiat, donc le docteur Mohamed Hamid Arfi, qui nous parlera aussi, et je pense que ça y reviendra bien dans la continuité de ce qui vient d'être dit, qui est la partie un peu de développement clinique des médicaments et des nouvelles technologies dans ce domaine. À mon tour de remercier le comité d'organisation et de remercier les entreprises du médicament du Maroc de m'avoir invité à intervenir dans ce panel, et je suis ravi. Avant d'aborder la notion de médicament-service et la recherche clinique, je reviens aux fondamentaux et je rebondis sur le fait que pour les soins de futur, qui sont les soins d'aujourd'hui, on ne peut pas aller de l'avant sans redimensionner le rôle du patient et le rôle de ce que nous récoltons du patient. Parce que les besoins non satisfaits ou non couverts, aujourd'hui est un fait, il faudrait le prendre en considération, mais aujourd'hui ce n'est pas suffisant. Ce sont les préférences des patients, les attentes des patients. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse être efficace dans cette innovation, il faudrait mettre le patient non seulement au centre d'un écosystème où nous mettons tous les intervenants, professionnels de santé ou autres, mais le patient est lui-même dans cet écosystème en tant qu'acteur. Et on ne peut pas l'exclure, ça c'est pas possible. Et donc, pour revenir au développement, donc l'aspect collaboratif, l'aspect inclusif est un mot-clé aujourd'hui, l'écoute avec l'empathie, avec la prise de considération de la vie de tous les intervenants. Pourquoi? Parce que la notion du médicament ou la notion d'un traitement ne peut plus être conçue dans le futur seulement sur des molécules, mais sur des solutions. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus au niveau de la médecine de précision, de plus en plus au niveau des pathologies chroniques, on ne peut pas dissocier le médicament de moyens d'injection, de moyens de surveillance, de diagnostic et de suivi. Donc, quand on prend le médicament-service, c'est quoi le médicament-service et c'est quoi les perspectives? Le médicament-service, en résumé, c'est un mariage entre 3 composantes. Entre le médicament, le dispositif de son injection, le matériel, et le digital, le numérique. Parce que, avec des objets connectés, avec des applications, il faut accompagner le patient. Parce que, au-delà
de l'efficacité thérapeutique immédiate. L'enjeu, c'est l'observance. Et aujourd'hui, malgré tous les efforts et tous les progrès qui ont été réalisés, nous sommes à des taux d'observance pour des pathologies qui sont en deçà de ce qui est attendu. Nous sommes à des 30%, à des 40%, à des 20% pour des pathologies chroniques comme l'hypertension, comme le diabète, ou aussi pour, quand on cite les biothérapies, pour les pathologies inflammatoires, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Et donc, dans la notion du médicament service, aujourd'hui, dans le développement, et donc dans le futur du développement, il faudrait prendre en considération ces notions-là de approche inclusive pour, surtout qu'au niveau de la médecine de précision, le couple diagnostic-traitement aujourd'hui, pratiquement pour chaque traitement ou chaque médicament ou chaque innovation, disons, de médecine de précision, il y a un moyen de diagnostic et de suivi qui est couplé. Donc le couple devrait être aussi le couple de développement. Et c'est pour cela que, bon, au niveau, et je vais rebondir sur la recherche clinique, aujourd'hui, pour le développement d'un médicament, il faudrait 10 ans de développement, pratiquement en moyenne, avec un coût qui, en moyenne, de 1,5 milliard de dollars pour ce développement, avec les 3 phases, et même la phase préclinique. Alors, en 10 ans, pour des pathologies en cancérologie, ou même dans les maladies rares, ou même dans d'autres domaines, il peut y avoir 3 à 4 innovations qui en rendent de ce médicament peut-être obsolète. D'accord? Donc, dans le développement clinique, on parle aujourd'hui d'adaptation de ce modèle de développement clinique qui devrait encourager des essais adaptatifs qui, on a testé au niveau de, vous avez cité le Covid, et au niveau des vaccins de Covid, au niveau des vaccins ARN, au niveau de l'évaluation par exemple des vaccins, il y avait l'échange simultané et pas séquentiel, un échange simultané des données entre le laboratoire et l'agence, ou la FDA, ou l'agence de régulation, pour l'évaluation en simultané des données qui sortent. Et ça a permis de gagner beaucoup de temps et de réagir en temps réel par rapport à ces données. Les essais adaptatifs, c'est un peu ça. C'est d'échanger les données d'une manière réelle, d'une manière continue, avec les organismes régulateurs, de façon à réagir pour les signaux de danger, mais aussi pour avoir cette flexibilité et cette agilité d'adapter peut-être les protocoles par rapport à des innovations majeures et des résultats qu'on retrouve au niveau du parcours de cet essai clinique. Et donc dans ce cas, il faudrait peut-être trouver des moyens de rendre la créativité pour l'agilité au niveau de l'adaptation de ces protocoles. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas il faudrait le savoir, quand on établit un protocole pour le développement d'un médicament, il est pratiquement impossible de le changer. Impossible, même s'il y a des signaux à l'intérieur, en cours de route. Donc ça, c'est un moyen. Deuxième chose par rapport à ces essais adaptatifs, c'est que quand il y a des innovations majeures par rapport à des thérapies ciblées, par rapport à des thérapies aujourd'hui, on parle de traitements qui guérissent dans ces thérapies ciblées, et qu'on a des patients avec des besoins qui sont non couverts et des besoins majeurs, il faudrait peut-être trouver un moyen d'accélérer et de faciliter l'accès à ces innovations pour ces patients. Et on parle de peut-être adopter des AMM conditionnels pour ces patients avec des phases d'évaluation post-AMM conditionnelles basées sur des études observationnelles, mais des études observationnelles en vie réelle avec un monitoring d'études cliniques, pas d'études observationnelles, pour pouvoir avoir des informations sur le comportement. Donc il y a beaucoup de pistes dans ce sens, mais les fondamentaux, c'est que l'inclusion de plus en plus structurée de la vie des patients, des préférences des patients,
du vécu des patients et de leur avis et en tant qu'acteurs à travers les associations, à travers leurs organes structurants. Deuxième chose, c'est de sortir de ce paradigme de chacun apporte son édifice, le traitement, le diagnostic, le suivi. Non, nous avons et ces offres de soins qui sont séparées. Il faudrait qu'on évolue vers le parcours de soins, peut-être même le parcours de santé. Et on parle aujourd'hui de parcours de vie, même pas de santé. Donc il faudrait qu'on y aille. Et le système des organisations des soins et les organisations de production de ces soins, aujourd'hui, au niveau de ces organisations, malheureusement, c'est le constat, c'est le patient qui s'adapte à l'organisation des soins. Il faut que ces organisations de soins soient designées dans le futur en fonction du parcours du patient au niveau de ses soins. Et pas pour critiquer nos pratiques méditerranéennes, mais les plus forts aujourd'hui, ils ont démarré il y a longtemps, ce sont les anglo-saxons. Les Anglais sont un petit peu plus forts que nous à ce niveau-là. Ils ont organisé leur système hospitalier, leur système de soins, il y a un bon bout de temps déjà, en fonction du parcours du patient et pas par rapport à l'emplacement des professionnels de santé. Je pense que je vais m'arrêter là et parler peut-être après de l'évaluation de ces développements, parce que si on crée un système d'études cliniques et de développement pour l'accélération, il faut que le système d'évaluation aussi suive au niveau réglementaire et au niveau. C'est important que nos différentes autorités de régulation à travers le monde s'adaptent à ces nouvelles situations, nouvelles technologies. Et en fait, je pense qu'elles sont capables de s'adapter. Elles l'ont montré pendant le Covid, en fait. Le développement des vaccins, ça a évolué, elles ont évolué avec l'évolution des connaissances. Et je crois que c'est important. Dans la partie que vous venez de mentionner concernant l'aspect organisation des soins, je voulais juste revenir peut-être sur le rôle des pharmaciens, puisqu'en fait le public est essentiellement pharmacien ici. Et je crois que l'une des richesses du métier de pharmacien, c'est d'être le premier contact avec les patients. Et de ce fait, que ce soit dans les maladies rares, je pense qu'ils peuvent aider effectivement à détecter quelque chose. Dans l'Alzheimer, comme vous l'avez mentionné, mais aussi effectivement, et les nouvelles technologies vont apporter aussi beaucoup aux pharmaciens, et je pense qu'ils commencent seulement peut-être à le voir, mais le pharmacien, par l'accès aux données cliniques du patient, par les différentes formes de dossiers médicaux, dossiers pharmaceutiques qui existent en France depuis un certain nombre d'années, en fait, le pharmacien a accès à un certain nombre d'informations qui lui permettent de mieux comprendre peut-être les interactions, pas seulement les interactions entre médicaments, mais aussi les contre-indications en fonction de la pathologie du patient, de certaines données biologiques auxquelles il peut avoir. Enfin, on peut imaginer effectivement, et c'est en train de se faire en fait, de plus en plus, le pharmacien est quand même le premier contact, et je crois que c'est important, il n'est pas oublié dans ces soins du futur. On peut penser d'ailleurs aussi que c'est dans les différents métiers de la pharmacie, vous avez évoqué le développement des médicaments, où on trouve effectivement bien évidemment beaucoup de pharmaciens, mais c'est aussi vrai pour ces thérapeutiques du futur qui ont été évoquées. La logistique des thérapies cellulaires donne un rôle essentiel aux pharmaciens hospitaliers. Et en fait, comme Thierry l'a mentionné, si on n'a que 72 heures pour qu'un produit soit entre sa mise au point et son administration au patient, il faut que la chaîne pharmaceutique complète, parce qu'il faut qu'il y ait une sécurité, il faut qu'il y ait effectivement qu'on rate aucune des étapes. Et en fait, on le voit encore plus peut-être pour les CAR-T-cells, où en plus les cellules, elles sont modifiées. Donc il faut que la chaîne pharmaceutique soit complètement respectée. Il y a un dernier point peut-être aussi où les pharmaciens pourront peut-être avoir un rôle plus important, c'est tout ce qui va être la pharmacovigilance. La pharmacovigilance, elle bénéficie aussi de l'intelligence artificielle. Et en fait, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les patients peuvent donner directement de l'information de pharmacovigilance. Alors, ça fait un bruit de fond énorme. Il n'y a que l'intelligence artificielle qui pourra effectivement trier cette information. Et les pharmaciens font partie souvent de cette voie d'accès. Je voulais juste maintenant peut-être passer un point qui me semble assez important, c'est que soins du futur, ça suppose aussi des professionnels du futur. Alors il y a une collaboration, mais il faut que les différents professionnels soient formés de façon adéquate. Je voulais me tourner vers le professeur Scali, qui, par son côté universitaire, est vice-doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès.
je pense, est directement impliqué dans cet aspect de formation des futurs professionnels au Maroc. Merci. Effectivement, on ne peut pas imaginer un futur, un exercice différent et une pratique de soins différente sans tenir compte de cet aspect fondamental. Au Maroc, nous avons un déficit énorme en professionnels de santé, comme partout dans le monde. Il a été estimé au Maroc, par exemple pour ce qui est de la profession de médecin, à 34 000 médecins. Donc ce n'est pas seulement en France. Oui. Et il y a les mouvements et l'attractivité de certains pays par rapport aux autres qui font qu'il y a des migrations et des transferts de compétences d'un pays à un autre. Et donc tout cela fait qu'on a besoin de former plus de professionnels de santé et adapter dans leur profil à nos besoins. Et c'est pour ça qu'il faut en tenir compte. Je citerai des exemples pratiques. Il y a eu une réforme des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques au Maroc qui a introduit de nouveaux aspects. Par exemple, ne plus être purement technique, mais tenir compte d'aspects de relations avec le malade, de nouvelles compétences technologiques, etc. Et toutes ces soft skills vont aider à former de meilleurs professionnels. Et il faut les doter des moyens de formation. Et là, le Maroc a fait un choix depuis quelques années d'investir dans cette formation. Et toutes les facultés de médecine publique, par exemple, disposent maintenant de centres de simulation dans lesquels on forme les étudiants à travailler ensemble très précocement selon des règles éthiques, jamais la première fois sur le patient, et donc un apprentissage qui permet l'erreur et qui permet l'amélioration et qui permet l'interprofessionnalité puisque les professionnels travaillent ensemble dans cette simulation. Notre faculté porte depuis 3 ans le nom de faculté de médecine pharmacie et de médecine dentaire. Et il faudrait qu'on s'oriente vers des institutions, des universités ou des facultés de sciences de la santé qui soient plus larges parce qu'on doit apprendre à travailler ensemble pour gérer par la suite des situations que nous devons gérer ensemble en tant que professionnels. Il y a aussi un autre aspect, c'est celui d'éviter le cloisonnement et très longtemps, nous avons considéré les métiers de la santé comme des métiers élitistes et tous ceux qui pouvaient accéder à ces filières médicales, pharmaceutiques et odontologiques étaient protégés pendant cette formation. Et là, la nouveauté vient du fait qu'on a créé des passerelles. Et donc, on peut maintenant accéder et ça a commencé par la pharmacie. Dans notre faculté, cette année, la majeure de promotion n'était pas destinée à être pharmacienne au début. Et elle a accédé aux études pharmaceutiques en 3e année et elle est classée première de sa promotion. Donc vous voyez que cette ouverture vers d'autres profils peut être enrichissante et peut aller même plus loin vers ce qu'on appelle pour les médecins par exemple physicianeer, comme ça, pour utiliser un terme anglo-saxon, c'est-à-dire un médecin ingénieur. Et ça existe pour les pharmaciens bien avant pour la profession de médecin. Et donc, ces ouvertures-là, casser les barrières, c'est peut-être l'avenir. Je terminerai par d'autres outils mis à disposition pour la formation. On a ouvert cette année, en septembre, au sein de la faculté, l'hôpital universitaire de simulation. C'est-à-dire qu'à côté du CHU où se faisait la formation, à côté des terrains de stage qui vont être élargis à d'autres structures non universitaires, il y a eu la construction d'un hôpital entier basé uniquement sur la simulation où il y a l'arrivée de l'ambulance, il y a des urgences, il y a une salle de déchocage, il y a des salles d'hospitalisation, il y a un centre de consultation, il y a une pharmacie hospitalière, mais il y a aussi à l'extérieur une pharmacie d'officine, il y a la possibilité de communiquer par télémédecine, il y a un bloc opératoire et tout ça, et donc un vrai hôpital pour l'apprentissage. Et ça, quand on investit dans une telle structure, c'est important. Cela s'intègre dans ce qu'on a appelé, pour utiliser un acronyme qu'on peut retenir facilement, on l'a appelé Céleste, parce qu'il y a 3 dimensions. Centre d'e-learning, donc c'est la première dimension, on peut apprendre et choisir des compétences un peu partout dans le monde, d'enseignement par simulation et de télémédecine éducative, ça nous donne le Céleste, l'ouverture vers l'universel. Merci. Oui, je crois que les outils de simulation, comme vous venez de le dire, sont très importants pour la formation, le futur de la formation de tous les professionnels de santé, effectivement.
Donc il y a un autre aspect qu'on a aussi abordé un petit peu et qui mériterait sans doute, mais si la salle a des questions, n'hésitez pas. Je crois que c'est vraiment le moment de questions et d'échanges. Sauf si vous êtes en hypoglycémie et qu'il est temps de terminer, mais sinon, on a encore, je pense, le temps pour quelques questions. Je vais revenir sur la question. Bonjour, donc c'est Dr Chkouri Idrissi Mriem, à la base pharmacienne d'officine. J'ai fait aussi 2 ans de micronutrition, de l'aromathérapie clinique, de la phytothérapie, de la génétique clinique, de la génétique et embryologie et de la pharmacogénétique et de la nutrigénétique. Et je suis actuellement aussi un DU à l'UM6 de conditionnement dans le soin dont vous avez parlé avant et hypnose thérapeutique. Donc, justement, parce que le patient doit être... en fait, la communication médecin-patient est la base. Donc, de là à ce que je me sois intéressée à ce sujet, même au niveau des pharmacies, etc. Par rapport à la génétique au Maroc, justement, malheureusement, ça va à des pas très, très lents. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, avec le nombre de professionnels qu'il y a au Maroc, ça devrait avancer. Et on ne pourra le faire que si tous les composants du système de santé s'y mettent. Les cardiologues pour les gens qui ont des prédispositions à souffrir de maladies cardiaques pourront séquencer le jour de demain. Les néphrologues, toutes spécialités confondues, les neurologues, parce que l'Alzheimer aussi, dont vous avez parlé, professeur. On a des ARN INC qui circulent 15 ans avant de développer, même 20 ans avant de développer la maladie d'Alzheimer. Donc pourquoi on attend jusqu'à ce que les premiers symptômes arrivent? Donc, pardon. Oui, ben justement, quel est parce que vous avez dit qu'au Maroc, on n'a pas vous avez parlé des UEA, là c'est le nombre de séquençages dans tous ces pays-là. Il y a aussi le Holovas américain qui vient de sortir. Au niveau du Maroc, on est à combien? Donc je laisse, c'était une question pour M. Safwan Nour, donc je lui laisse répondre. Non, je répondrai peut-être par rapport au nombre de séquençages de génome, si j'ai bien compris, c'est ça votre question. Alors, on en fait au Maroc, mais ce qui manque, c'est un programme national de génome. Ça, on n'a pas. Maintenant, en termes de compétences, on les a. Je pense qu'on les a démontrées pendant le Covid. On a suivi le séquençage du virus avec toutes ces mutations. Je pense que c'est plutôt un souci d'investissement parce que c'est des investissements lourds. Mais l'argent, on le trouve si on a les idées. Il y a tout ce qui est Banque africaine de développement, World Bank, il y a des fonds d'investissement qui peuvent le faire. Mais justement, il va falloir aujourd'hui qu'on s'y mette parce que c'est important. Oui, j'ai repassé la parole à mon voisin qui voulait reparler un petit peu dans le suivi de ce qu'a dit le professeur spécialiste sur la simulation. Un résultat et des outcomes par rapport à l'investissement en la simulation. L'investissement dans la simulation au niveau de la formation, qu'est-ce qu'il a donné comme résultat? C'est que le Maroc il est parmi les leaders au niveau mondial aujourd'hui, au niveau de la simulation, et qu'il régulièrement, on a des prix par rapport à nos équipes au niveau mondial. Et ça, c'est magnifique, il faudrait le dire. 1. 2. L'intelligence artificielle, je veux bien. Mais dans notre pays, nous avons un autre problème aussi. L'intelligence artificielle ne pourra pas fonctionner correctement si nous n'avons pas des données épidémiologiques, si nous n'avons pas des données au niveau de registre. Donc, il faudrait qu'on revienne aux fondamentaux au niveau de notre pays et qu'on encourage la production de données au niveau de plusieurs pathologies pour une meilleure compréhension de profil de nos patients, de maladies. L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est magnifique pour produire des algorithmes prédictifs, par exemple au niveau d'un domaine que je connais bien, le sepsis. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui sont à ce niveau-là. Les catastrophes, quand on a discuté tout à l'heure, au niveau des infections nosocomiales. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on trouve des solutions par rapport à un accès au niveau d'un couple diagnostic thérapeutique et de développement de nouveaux traitements au niveau maladies infectieuses. Il y a énormément de choses. Mais le basique, je voulais insister sur ça parce que je ne l'ai pas développé, c'est qu'il faut encourager la production de données de maladies, de registres, de compréhension de maladies, de profils, parce que c'est sur cette base qu'on pourra avoir des interventions efficaces
avec l'intelligence artificielle ou en dehors de l'intelligence artificielle. Deux mots. Vous avez raison. Et je pense qu'il y a de l'espérance. Pourquoi? Parce qu'avec la mise en place des GST, qui vont être gérés par des KPIs épidémiologiques de chacune de leurs régions, ils sont comptables là-dessus, et qui vont reporter au ministère par des KPIs aussi. Et pas loin qu'il y a 2 jours, on était en réunion avec l'ensemble des directeurs de CHU qui ont une appétit folle pour la donnée parce que ça leur permet... Le micro un peu plus près. Oui, voilà, donc je pense que... Je crois que les registres sont aussi quelque chose de très important pour le suivi de ces nouveautés dans le soin, les soins du futur. Parce qu'en fait, les études cliniques traditionnelles ne sont pas forcément adaptées à ces questions. Donc le suivi de registre est un point important. Thierry? La data, c'est essentiel, évidemment, dans le futur. Je dis souvent à mes étudiants que c'est le fuel de la valeur. Parce que, en fait, moi qui suis responsable de l'accès au marché, plus que la data, moi, ce que je dois démontrer, c'est la valeur qu'apporte une solution, quelle qu'elle soit. Et en particulier, une solution thérapeutique. Et la valeur, c'est un agrégat. Et c'est un agrégat de beaucoup de choses possibles. Pourquoi les registres? Pourquoi toutes ces dimensions sont extrêmement importantes pour les produits très innovants? Je vais vous donner l'exemple donc de la thérapie génique. Dans la loi de finances de 2024, et même de 2023, il est désormais obligatoire pour une thérapie génique dont vous savez les montants, d'accord, de produire des données pour permettre des pay for performance, c'est-à-dire de payer à la performance. Le traitement marche, oui, non. S'il ne marche pas, on ne paye pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si on n'a pas le support des registres, de la génération de ces données, on ne pourra pas supporter ces modèles de financement qui sont essentiels. Parce que quelque part, c'est normal qu'une thérapie aussi coûteuse, si elle ne marche pas à la hauteur de l'espérance escomptée, on ne la paye pas. Sinon, c'est pas soutenable. C'est pas soutenable. Donc, on doit développer ce genre de base de données, effectivement, pour la soutenabilité. Et aussi, on doit énormément travailler sur la médico-économie et la modélisation médico-économique pour ces thérapies nouvelles. C'est extrêmement important quand vous ne mesurez que 3 ans ou 5 ans d'essais thérapeutiques, vous ne pouvez pas vous projeter. Le micro. Vous ne pouvez pas vous projeter tout au long de la vie. La seule chose qui vous permet de le faire, c'est la modélisation médico-économique. Et c'est celle-là sur laquelle aussi il faut asseoir, évidemment, bon nombre des dimensions de la valeur. Et pas seulement la valeur clinique, mais vous le disiez, la valeur dans la vie de tous les jours. Parce que parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie, santé, c'est le médico-social qui est en plus du sanitaire, et la vie, c'est le social qui est en plus. Et toutes ces dimensions-là échappent à l'évaluation du médicament. Et grâce à la data du futur, on pourra intégrer toutes ces dimensions pour mieux démontrer la valeur. Je me tourne vers notre collègue qui est à distance parce que ça lui est peut-être difficile d'intervenir, donc vous avez peut-être un commentaire. Oui, je voulais justement réagir là. On ne vous entend pas là. Pardon. Votre micro doit être coupé. Vous m'entendez? On ne vous entend pas. Et là? C'est bon. C'est mieux? C'est bon. C'est mieux. Alors, je voulais justement réagir parce que ce qui se dessine, me semble-t-il, c'est l'intégration de l'écosystème du patient et de l'interaction ou du binôme patient-traitement. Je vais au-delà du traitement purement pharmacologique. En gériatrie, on a aussi des traitements non pharmacologiques. Parfois, l'humain est un traitement en tant que tel. L'interaction avec un humain, un professionnel de santé formé, constitue un élément du traitement, c'est-à-dire de l'accompagnement de la pathologie qu'on ne peut pas toujours guérir. Peut-être qu'on pourra plus tard, mais c'est un point. Et cette notion d'écosystème, c'est-à-dire qu'un médicament, un traitement, ne s'apprécie pas seul, mais il s'apprécie dans un environnement où l'intérêt, l'attente, l'espérance du patient est un élément de la valeur justement
qui vient d'être évoqué par Thierry Marquet, qui fait que l'alliance thérapeutique entre le patient et l'ensemble des soignants qui interviennent à son profit va fonctionner. Et c'est vrai que peut-être que dans l'appréciation du futur, l'appréciation du soin du futur, tous ces éléments-là doivent devenir de plus en plus fondamentaux. Et qu'on ne doit pas juste avoir l'efficacité sur un paramètre clinique uniquement, mais l'acceptabilité, le design, enfin toute dimension qui jusqu'à présent était peu prise en compte, mais qui contribue complètement à l'efficacité. Alors, l'efficience plutôt qu'efficacité peut-être, enfin voilà, il y a des nouveaux mots qui sont en train d'envahir le champ cognitif des praticiens du terrain et qui découlent de tout ce qui est fait au niveau de la recherche fondamentale. Oui, mais je crois, comme vous le dites, effectivement, que le but des soins du futur, il ne faut jamais l'oublier, c'est le patient. Effectivement, il faut une collaboration plus importante entre les professionnels, collaboration peut-être sur un plan plus fondamental entre les systèmes, entre les pays, etc. Mais au bout du bout, l'important, c'est le patient. Et c'est d'ailleurs le destinataire des soins, c'est bien le patient. C'est pas... Donc, mais je crois que le patient a tout à gagner à cette évolution de la technique et que ce soit au bénéfice. Alors, je ne sais pas s'il reste une... Vous avez une question? Oui. Question, hein? S'il vous plaît, donc j'aimerais savoir pour les études cliniques dont vous vous basez, sur lesquelles vous vous basez justement pour récopiler les données, si ces études cliniques sont faites sur des patients sans avoir leur séquençage à l'avance, vous pouvez tomber sur une cohorte qui ne réagit pas bien parce qu'ils sont low métaboliseurs ou intermediate, et donc ça peut complètement fausser les données que vous allez amasser par la suite. En tout cas, c'est ma compréhension de la chose. J'aimerais bien avoir votre avis. C'est une des dimensions qu'il va falloir résolument mettre à bord des essais du futur. Mais pas que. Il y a plein de choses qui se dessinent dans ce futur. Par exemple, on parle des essais in silico, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de placebo control. Le placebo sera remplacé par des bras synthétiques de jumeaux numériques, c'est-à-dire des patients virtuels totalement dans la puce de l'ordinateur, d'où le in silico, d'accord? Et on arrivera à faire des comparaisons et on gagnera du temps, on sera plus éthique puisqu'il n'y aura plus de patients sous placebo, ce qui est d'autant plus important, par exemple, dans le champ que je connais par cœur, qui est les maladies rares, hein, traiter tout le monde versus des cohortes synthétiques. Voilà, on peut imaginer évidemment dans la culture du développement énormément évidemment de pistes tout à fait nouvelles. Les autorités sanitaires, ils sont très sensibles. La FDA commence à réfléchir, l'EMA commence à réfléchir, la HAS commence aussi à y réfléchir pour l'évaluation, parce qu'évidemment, il faut en tenir compte dans l'évaluation. Donc oui, on va progresser résolument. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne à une petite chose, et je laisse la parole, terre à terre. Ok, on peut être stratosphérique dans l'idée de voir la médecine du futur. Il y a un papier qui est sorti dans le JAMA de décembre, et mon collègue gériatre probablement l'a lu. Vous savez que les urgences en France, c'est une catastrophe. Ça ne marche pas. Les flux de patients sont absolument mal gérés. Eh bien, on a appris que de rester plus de 24 heures aux urgences sur un brancard pour un malade augmente de 40% sa mortalité. Donc il n'y a pas besoin d'aller sur la Lune pour pouvoir faire des choses innovantes, pour pouvoir changer la donne, toujours au bénéfice des patients et au soulagement des soignants qui les prennent en soin. Merci de nous ramener sur Terre. Est-ce que je peux intervenir? Pardon. Tout à fait. Tout à fait.
Très bien. Alors, juste pour rester dans le sujet des essais cliniques, vous savez qu'aujourd'hui, la part de l'Afrique en termes de pourcentage total des essais cliniques mondiaux, c'est 4%. Je pense que notre enjeu premier devrait être comment est-ce qu'on peut ramener le maximum d'essais cliniques dans nos pays pour que les médicaments du futur soient adaptés à la population locale. Je pense que nous, IQVIA, en tant que leader mondial des essais cliniques, on peut aider là-dessus, mais il va falloir que l'on travaille. On a déjà commencé un travail depuis 2018 sur la sensibilisation des acteurs publics pour mettre en place l'écosystème favorable aux essais cliniques. Je crois que notre collègue à distance a un commentaire aussi. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, oui. C'est bon. Oui, il y avait aussi une dimension, il n'y a pas que dans le séquençage des préalables ou concourant à la réalisation d'un essai clinique, il n'y a pas que les susceptibilités génétiques en tant que telles. Il y a aussi un point important, c'est les liens familiaux masqués. Aujourd'hui, dans les travaux que j'ai coordonnés, on a mis en évidence la capacité à identifier le degré de parentèle entre deux personnes qui ne se connaissent pas de lien généalogique et qui pourtant, sur le plan génétique, la hauteur de leur ancêtre commun, s'il y en a un. Donc on peut exclure l'existence d'un ancêtre commun et on est capable de dire qu'il y a un ancêtre commun à 2, 3 ou 4 générations avec une précision assez puissante dès lors qu'on a un séquençage suffisamment détaillé. Et c'est un biais qui, jusqu'à présent, n'a jamais été pris en compte dans les études de cohortes, de cas témoins, c'est l'homogénéité ou la non-homogénéité des liens familiaux entre les différents patients explorés, qu'ils soient explorés dans un bras ou dans l'autre. Et cela peut, enfin, il est évident que cela entraîne des biais. Donc, quantifier le biais permet de rectifier l'information et l'interprétation qu'on peut en faire. Et donc ça, je pense que c'est aussi un point de progrès dans le soin du futur et dans l'évaluation des soins du futur, d'intégrer cette dimension. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on va pouvoir, à ce niveau, clore notre séance. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Et je crois que, j'espère qu'on vous a convaincu que le futur, c'est aujourd'hui, que le futur commence aujourd'hui, en fait. En votre nom, je tiens à remercier l'ensemble des panélistes pour leurs brillantes interventions. Et nous allons avoir une photo de groupe. Les photographes sont prêts? Super. Merci.